semaine. Vous avez vu Olivier Dassonville la semaine dernière. Aujourd'hui, on reçoit Sophie Parmentier. Bonjour. Qui est digital manager chez le groupe Foyer. Kickers, vous connaissez les chaussures? Et qui va nous parler un peu d'elle, de son métier. Alors avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire, puisque vous savez que je vous ai demandé des articles. Il y en a un qui a été publié. Pardon? Alors, j'ai pris une décision parce que je me suis dit que c'était un exercice qui allait être intéressant pour vous aussi. Vous savez qu'il y a 10 invités de la semaine le premier semestre. Donc, les meilleurs articles des 9 premières semaines, j'en tire un au sort. Et il sera le 10e invité de la semaine. Ce sera l'étudiant qui viendra à la place. Pour animer. Donc, vous verrez, c'est sympa. Donc, n'en profitez pas pour faire des mauvais articles, parce que bien sûr, ça entraîne des mauvaises notes, ça c'est dommage. Mais vous serez à la place sur le 10e invité de la semaine, et ça sera pareil sur le deuxième semestre. Voilà, comme ça, vous verrez ce que c'est que d'avoir un micro-cravate et de devoir poser des questions. D'accord? Bon, bon, je vais commencer. Donc, la première question, c'est assez simple finalement. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites véritablement aujourd'hui pour le groupe Foyer? Alors, je m'appelle Sophie Parmentier. Je ne suis pas du tout de la région. Et à chacun de mes jobs, j'ai changé de ville ou de pays. Parce que c'est la loi d'aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et j'ai intégré le groupe Foyer il y a quelques mois seulement, qui est un groupe qui fait à peu près 400 millions de chiffres d'affaires et qui a pour métier la distribution de marques de chaussures sous licence, c'est-à-dire en tant que distributeur, mais aussi en tant que fabricant, puisqu'elle a eu à racheter quelques marques, notamment la fameuse marque Kickers. Aujourd'hui, il y a je dirais un portefeuille d'une quinzaine de marques qui composent le groupe, qui couvre une très large cible, une très large audience pour distribuer les chaussures dans un réseau de détaillants multimarques et à court terme, justement, de monter et de développer un réseau direct de vente en ligne. Et ce qu'on appelle le réseau retail, qui est le développement de magasins en nom propre. Et ça, c'est des enjeux nouveaux pour le groupe. Et pour répondre à ces besoins de développement, ils ont eu également besoin de s'accompagner d'un digitaliseur, entre guillemets, pour leur amener une vision B2C du business. Alors, aujourd'hui, dans le contexte du groupe Foyer, c'est from scratch, on part de zéro. Il y a très très peu de choses de fait, et pourtant vous connaissez tous Kickers. C'est une marque qui bénéficie d'une notoriété spontanée de plus de 80%. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de citer une marque de chaussures, la première marque citée, c'est Kickers. C'est étonnant. C'est une marque transgénérationnelle. Qui a vécu une courbe ascendante et qui a besoin aujourd'hui de se renouveler, de se baser sur ses forces et d'exploiter des nouveaux supports de prise de parole, comme le digital, pour exprimer son histoire et parler à une nouvelle audience. Alors, comment on fait pour gérer le digital, vous le faites pas uniquement pour Kickers, c'est pour les 15 marques finalement du groupe Foyer? Transversalité? Alors, la nouveauté dans mon métier, ça fait une quinzaine d'années que je suis manager, que j'encadre différents métiers, puisque j'ai eu l'occasion de monter des business units dans le e-commerce, où j'ai recruté des développeurs, des web designers, des web marketeurs, et pour avoir un maximum de résonance dans une entreprise traditionnelle, le groupe Foyer m'a demandé d'intervenir comme un consultant de manière transverse, donc auprès de directeurs de marque, et de les accompagner et de les rendre autonomes
dans la prise de parole de la marque sur la toile, dans la mise en place des outils digitaux qui vont contribuer directement au business. C'est un objectif à court terme en tout cas, et à mettre en place. En sécurité, c'est aussi un peu du brand content finalement. Alors ça touche tous les domaines, ça touche évidemment la marque, l'histoire de la marque, donc comment faire rêver et comment mettre la marque en désirabilité. Et puis aller plus loin dans l'entonnoir, c'est quels outils mettre en place qui vont permettre à ces équipes de mesurer l'impact de leur plan de communication et de faire vivre un cycle de vie de clients. Et ça touche la mise en place d'outils tels que CRM, le Customer Relation Management. Ça demande également de mettre en place des concept stores, donc des nouveaux, des nouveaux concepts de magasins où on va amener des outils qui vont créer un flux, une fluidité dans le parcours d'achat des clients. Si vous connaissez la grande famille Apple Store, c'est évidemment pouvoir encaisser sans passer par un point de contact caisse et directement accompagner la personne dans son achat avec un smartphone ou une tablette et de lui permettre d'accéder aux produits, même s'il y a une rupture de stock en magasin, directement chez lui, avec un mode de paiement libre contact. Comment on vient à faire des conseils en stratégie digitale alors qu'on n'est pas soi-même digital native, comme on dit? Ah oui, alors moi, je n'ai pas eu de mail, hein, je ne suis pas allée à l'école avec... Vous avez connu le fax? J'ai connu le fax, j'ai trié des fax aussi, j'en ai trié pas mal. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Michael Azoulay, qui est le fondateur de la marque American Vintage, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un salon. Et qui est un personnage assez atypique, c'est un autodidacte qui, avant de lancer la marque American Vintage, vendait des pizzas et qui a eu, avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage et beaucoup de créativité, l'audace de lancer le concept que vous connaissez pour la plupart, j'imagine, et avec qui j'ai échangé sur des sujets marketing. Autant vous dire que le marketing était un sujet tabou pour lui, parce que c'était un sujet de dépenses et pas un sujet de revenus. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, le marketing pouvait être intelligent et qu'il pouvait être mesurable et mesuré. Et dans ce cadre-là, il m'a dit « Ok, venez la semaine prochaine me voir à Marseille et on démarre une collaboration. » Et c'est comme ça qu'on a monté tout le département digital pour la marque American Vintage. Et c'est en me formant sur le terrain, en faisant beaucoup de réseaux, en étant passionné de ce qu'on fait aussi. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, les années sont longues quand on se lève le matin. Et c'est l'innovation qui m'a toujours donné envie de m'intéresser au digital. Alors, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans ce que vous faites? C'est avant tout l'humain, c'est d'amener l'outil, je dirais la performance des outils que le digital permet aujourd'hui et de le faire accepter par des gens qui ne l'ont jamais utilisé. Je pense que vous êtes tous concernés, vous avez tous des grands-parents qui n'ont jamais utilisé de tablette et qui pourtant, une fois l'outil accepté, sont les premiers grands utilisateurs. C'est la même chose dans les entreprises. Il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'entreprises digitalisées, c'est pas la moitié. Et quand je dis digitalisé, c'est même avant tout un point de contact sur la toile entre la marque et son audience. Donc il y a énormément de choses à faire, il y a énormément d'opportunités. Les besoins ne sont pas forcément clairement identifiés dans les entreprises. Vous allez trouver peu de chefs d'entreprise qui ont envie de recruter un digitaliseur parce qu'ils ne savent pas à quoi correspond ce métier et ce qu'on peut leur apporter. Et c'est un métier qui est nouveau, où il y a du besoin, mais il va falloir aller le créer. Voilà, il va falloir aller expliquer ce qu'on peut apporter. Et ça demande, je dirais, de la détermination et puis un peu d'audace. Et quand on est en relation avec des grands managers chez des groupes papiers, comment ils perçoivent finalement votre action?
Ils ne comprennent rien. Absolument rien. Parce que alors, il y a la loi des 30% qui n'accepteront jamais d'avancer. Ça, c'est humain. Il faut l'accepter, sinon on arrête ce métier d'innovant. Et puis, il y a le reste de la population qui n'attend que ça, d'apprendre et qui est en demande d'apprendre. Il faut être patient, il faut y aller par étapes, il faut mettre en place des projets de 6 semaines. C'est la règle qu'on s'impose dans le groupe actuellement. C'est d'avoir des projets courts avec des résultats tangibles pour donner à chacun l'envie de recommencer un autre projet. Et je dirais que la nouveauté va également dans le sens où je mets en place des projets qui font appel à différents corps de métier afin de créer un maximum de créativité et d'optimiser les investissements. Donc la stratégie, c'est pas tant d'aller sur le long terme, mais de faire, parce que c'est du mini-projet, 6 semaines, et vous y allez brique par brique, c'est une stratégie ou c'est une volonté Alors on a une vision à long terme, on a des plans stratégiques qui, en volume d'ouverture de boutiques, en chiffre d'affaires, en volume de paires à vendre, ces objectifs, il faut les remplir. À nous de trouver les moyens et les business models sur lesquels on peut travailler pour répondre à ces objectifs et sur lesquels on va implémenter des projets de mise en place d'outils ou des projets de marketing, je dirais, type événementiel. Alors, sur le long terme, la part du digital dans le réseau, on va dire, historique, ça doit représenter quoi? C'est quoi l'objectif? Alors, si on peut appeler digital la vente en direct, ou par exemple la vente en ligne, un site e-commerce, aujourd'hui on dit que dans la distribution, un site e-commerce pour une marque doit représenter le chiffre d'affaires de la meilleure boutique. Et le secteur, sur le secteur en tout cas, ça correspond à peu près à 10% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Alors, comme vous n'êtes pas digital native, et quand vous aviez 20 ans, vous étiez à la place, vous rêviez de faire quoi finalement? Vous ne rêviez pas de digital à l'époque? Ah non, moi je rêvais de voyager, chose que j'ai faite juste après mes études. Et je suis partie pour 3 semaines en Thaïlande et je suis revenue 1 an après avoir traversé l'Asie, l'Australie et l'Amérique du Sud. Et c'était une expérience riche parce que j'ai pu enfin apprendre l'anglais en l'occurrence. Je n'étais pas très bonne élève à ce niveau-là. Et d'être sur le terrain m'a donné envie. Et d'aller aussi aux États-Unis et de devoir communiquer avec, en tout cas, ma famille, m'a demandé. J'ai eu à disposition, en tout cas, des outils qui m'ont permis déjà de communiquer. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir faire une première webcam au fin fond de la Malaisie avec mon petit frère encore en France. Et de pouvoir lui montrer, lui expliquer en live. Alors ça, tout ça, c'est des choses que vous connaissez, mais on revient 20 ans en arrière. L'email était très peu utilisé, c'était des outils qui étaient très peu utilisés, et néanmoins, dans des pays en développement, c'était des outils qu'on trouvait facilement aussi. Et ça, c'était assez extraordinaire. Je me souviens d'un voyage en Afrique, où partant dans le désert pour 3 semaines, on a dû, il fallait qu'on reste en communication et on n'a pas mis longtemps à trouver un téléphone portable. À titre personnel, je n'en avais pas. Alors du coup, l'anglais, vous n'êtes pas très très bonne, mais ah non. C'est aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours. Oui, et néanmoins, dans le digital, on fait beaucoup de veille. Moi, dans mon emploi du temps, j'ai 50% de mon temps où je fais de la veille et du réseau, parce que rien n'est écrit aujourd'hui et tout se réinvente. Donc c'est en échangeant et c'est sur des échanges et de la collaboration avec des tierces personnes qu'on avance et qu'on a ce flux de créativité qui est nécessaire. Et pour répondre à votre question, évidemment, c'est de se nourrir de ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas un mythe, c'est la réalité. Pour revenir au projet 6 semaines, si on le découpe, comment ça s'organise comment vous découpez finalement les réunions, brainstorm, comment ça se passe concrètement? Alors, il y a un besoin identifié et qui répond à un enjeu stratégique de l'entreprise.
et sur lequel le digital peut répondre. Et dans ce cadre-là, je fais appel à une équipe de projet sur lequel on travaille, je dirais, de manière collaborative. Il y a un leader naturel qui émerge, et puis chacun prend son rôle. Ça fait appel à la volonté de chacun, ça demande une certaine rigueur, c'est des réunions imposées à un rythme de 2 à 1 fois par semaine, avec des comptes rendus. C'est extrêmement rigoureux pour pouvoir avancer. Et chacun se tient, je dirais, au cadre. Et dans ce cadre, il faut qu'on s'octroie 20% de ce temps consacré au projet à de la créativité. Donc c'est de la veille, c'est de l'échange interne, c'est des idées, même si elles ne sont pas retenues, c'est beaucoup d'idées. Est-ce que vous avez une anecdote? On sait toujours que les réunions, c'est toujours compliqué d'avoir l'adhésion de tous sur les projets, surtout dans le digital. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter de réunions, de choses qu'on a pu évoquer, de quelqu'un qui aurait fait une remarque, vous dites que le travail est encore long finalement sur la digitalisation? Alors, il faut bien se rendre compte que dès que vous êtes leader ou responsable d'un projet, vous aurez toujours des freins. Et ces freins, il faut les transformer comme une opportunité. Sinon, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de changement. Et les projets, c'est pour créer ce changement. Et dès que je perçois une limite ou un frein, je demande à la personne de l'exposer. Et je demande surtout aux autres de l'écouter, parce que c'est riche d'enseignements. Et généralement, ou en tout cas la fois où ça m'est arrivé, où on n'arrivait pas à avancer, j'ai créé un système de réunion debout. Alors je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu chez Google. Les réunions debout, ça a le mérite de répondre en tout cas à l'immédiateté et d'aller à l'essentiel. Et c'est des réunions où chacun prend la parole sur un temps très réparti. Et je peux vous assurer qu'elles durent beaucoup moins longtemps et qu'elles sont beaucoup plus efficaces, ces réunions. C'est évidemment toujours autour d'une sucrerie. Ça contribue largement à la bonne humeur. Qu'est-ce qui est important de savoir finalement sur vous et pour qu'on puisse se projeter sur travailler dans l'univers du digital? Est-ce qu'il faut être matheux? Est-ce qu'il faut être créatif, curieux? Qu'est-ce qui est dans votre trait de personnalité la chose qui vous sert le plus finalement dans le métier que vous occupez aujourd'hui? C'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est des nouveaux métiers. Pour vous, vous êtes des natives. Et je l'entends, et vous êtes une richesse pour les entreprises demain, ne l'oubliez jamais. Et vous n'imaginez pas le potentiel, ou en tout cas l'essence que vous pouvez apporter à une entreprise du fait de cette digitalisation et du fait de votre éducation dans ce domaine-là. N'oubliez jamais que, néanmoins, que vous êtes là aussi pour apprendre, et je pense que être humble, c'est une des clés qui nous permet d'avancer. Et d'être audacieux, ça c'est certain. Il faut surtout créer, surtout partager, innover et ne pas avoir peur. C'est ce que j'appelle le triple A. C'est de l'audace, c'est de l'action et apprendre de ses échecs. Ah oui, plein. Plein. Je dirais les plus marquants ne sont jamais ceux auxquels on s'attend. Si toutefois vous avez peur de l'échec, ils sont jamais, en tout cas ceux qu'on retient, ils sont jamais opérationnels, ils sont toujours humains. Et dans ma carrière, j'ai eu malheureusement à me séparer de gens ambitieux et motivés, mais qui n'avaient plus leur place dans l'écosystème. Et c'est toujours difficile d'accompagner ces personnes au quotidien dans leur travail et de ne pas pouvoir les emmener là où on veut aller parce que la situation actuelle de l'entreprise ne le permet pas. Et c'est, je dirais, maintenant parlant, c'est dur de ne pas pouvoir accompagner ces gens-là. C'est plus un problème d'organisation et de structure plus que de savoir-être ou d'adaptabilité? C'est des circonstances aussi. Aujourd'hui, les entreprises, eux aussi réfléchissent à court terme.
eux aussi ont besoin de résultats rapides. Et les équipes peuvent grossir très rapidement comme réduire très rapidement. Et faire face à des situations économiques difficiles dans les entreprises, c'est compliqué quand on est manager. Et néanmoins, ça fait partie de notre quotidien. Les résultats sont importants. Du coup, vous faites comment pour valoriser votre action de conseil, finalement, mais qui nécessite à un moment donné d'avoir justement du trait du chemin Alors, comment vous faites finalement au bout de. Quand vous avez donné des conseils qui ont été implémentés, à un moment donné, on attend des résultats. Vous faites comment pour valoriser votre action? Ils sont quantitatifs? Alors, le digital permet de mettre en place des tableaux de bord qui mesurent, je dirais, la rentabilité des opérations marketing. Il faut bien vous rendre compte que ce n'était pas le cas avant-hier ou même encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Le marketing et la communication sont des postes de charge et pas des postes de rentabilité immédiate. Aujourd'hui, le digital permet de démontrer l'inverse et c'est le bénéfice qu'il faut ajouter dans l'écosystème d'entreprise aujourd'hui et d'apporter ces outils, donc des tableaux de bord, des KPI, aux marketeurs pour les aider à avoir une vision claire de la contribution des actions et de l'investissement des budgets sur le business. Pour les KPI, c'est quoi? C'est Google Analytics? C'est des choses comme ça? Alors, c'est un outil extrêmement utilisé et divulgué, notamment parce qu'il est gratuit. C'est des tableaux de bord internes et très spécifiques selon la personne à qui on le dédie. C'est des outils au même type que l'ERP, qui sont des systèmes de gestion de stock, de sell-out, upselling d'une entreprise. Donc c'est, pour changer de sujet aussi du marketing, c'est en termes de logistique, quel est le temps de mise en vente d'un produit entre sa conception et sa mise en ligne sur un site e-commerce. C'est un KPI extrêmement suivi aujourd'hui et sur lesquels on a pour mission de réduire ce laps de temps. Et il y a des outils digitaux, le RFID notamment, qui répond à optimiser ces flux de time to market to product. Est-ce que tout le monde comprend ou il y a des réussites? C'est le temps de mise en ligne d'un produit. Comme c'est assez récent, finalement, le digital des entreprises, je disais tout à l'heure, comment vous voyez l'avenir finalement? Ils vont sortir, ils vont avoir fini leurs études dans maintenant 2 ans, si tout va bien. Qu'est-ce que vous leur conseillez, pour ceux en tout cas qui vont évoluer dans le digital et dans le marketing digital? Ce qui est important, c'est que je pense qu'on ne vous laisse pas un monde facile et je ne suis pas la seule à réaliser ça. C'est un monde complexe. Professionnellement, c'est difficile de se faire une place. Personne ne nous attend. Personne. Et il y aura toujours des gens pour vous mettre des freins ou des reproches. Quoi qu'il en soit, si vous avez une ligne directrice et si vous savez clairement ce qui vous anime dans la vie et que vous l'associez à votre vie professionnelle, ça sera beaucoup plus facile dans votre vie. Voilà, de manière générale. Identifiez vos points forts, vos ambitions, vos passions et faites-en votre métier. Bien faire et laisser dire. C'est votre devise finalement. Ou en tout cas privilégier l'expérience et saisir l'opportunité. Par où il faut commencer quand on veut faire en digital? Est-ce que vous voulez être dans une agence qui fait uniquement, qui est une plaisir du digital? Est-ce qu'on peut passer directement chez l'annonceur qui est déjà plutôt bien façonné dans le digital pour apprendre? C'est quoi le parcours idéal finalement? Alors, je n'ai jamais travaillé j'ai toujours travaillé chez l'annonceur. J'ai fait un peu de consulting et j'ai rapidement su que ce n'était pas mon métier. Je ne sais pas me vendre. Je sais vendre des projets, je sais me batailler pour des projets, mais se vendre soi-même, c'est une autre complexité. Et il faut que ça plaise en tout cas. Je sais que travailler pour des PME, c'est extrêmement enrichissant.
parce que vous aurez des affaires et vous aurez à échanger et à apprendre avec des gens qui auront des parcours ultra différents et vous aurez toute la latitude de sortir du cadre, c'est-à-dire de vous exprimer. Et je pense qu'on vous attend aussi sur cette sortie de cadre. Je n'ai jamais respecté une définition de poste. Vous n'avez jamais posé de problème. En tout cas, pas à ma direction. Parce qu'il y avait des résultats peut-être. Oui, et qu'il y avait de la détermination et que ça répondait évidemment à un cahier des charges concret. Mais dans ce cas-là, en tout cas, mon profil entrepreneur, je ne l'ai jamais exprimé en tant que tel et je l'ai toujours exprimé au sein de structures avec des soutiens financiers en tout cas, ce qui est important. Donc, selon votre profil, ne cherchez pas à vous exprimer en tant que tel, mais cherchez une opportunité dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Et vous trouverez, si tout est argumentable, hein, donc vous trouverez toujours un terrain de jeu sur lequel vous exprimez. Alors, quand vous aurez fini de vous exprimer chez vous, vous allez faire quoi? Voyager. C'est quoi? Revenir vraiment, c'est ça? Déjà, j'aimerais élargir aujourd'hui, je me cantonne au commerce et au marketing parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le groupe, il y a beaucoup de marques à digitaliser, il y a beaucoup de business à faire. Et néanmoins, la digitalisation demain, ce n'est pas que ça. C'est augmenter la rentabilité de certains postes à charge, c'est optimiser des flux dans l'entreprise et des process. Donc ça touche la RH, ça touche la logistique et on n'en est qu'au début de la digitalisation. Donc il y a énormément de possibilités de sortir encore de ce cadre marketing et commercial. Et la dernière recommandation pour les faire dans les bureaux, pas forcément pour ceux qui veulent faire le monde digital, mais en tout cas en rentrant dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous recommandez pour réussir, pour s'épanouir, forcément dans 2 ans? Aller sur le terrain, créer l'expérience, provoquer l'expérience, en tout cas, créer. Ayez des projets à long terme, mais aussi avec des caps à court terme, notamment parce que ça donne envie de continuer, même quand il y a des échecs ou des insatisfactions. Et n'ayez surtout jamais peur de rater. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je pourrais me laisser entraîner sur différents sujets. Ça me demande quand même une certaine hygiène et un certain cadre pour maintenir le cap. Je passe à peu près 30% de mon temps, et c'est ce que je fais en arrivant au bureau, à lire les stats de vente. C'est la première chose parce que c'est le poumon de l'entreprise et que c'est le premier argument et le premier levier qui va vous permettre d'enclencher le reste de votre journée. Ensuite, je fais beaucoup de veille, beaucoup de réseaux. Et puis après, l'après-midi, généralement, je passe en mode créativité et mode projet. Pardon ? Ça fait des bons tiers. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi les autres marques du groupe envoyées? Parce que nous, on connaît surtout coup de cœur, mais D'accord. les autres, c'est quoi? Alors, vous avez la marque New Balance, que tout le monde connaît, j'imagine. Vous avez la marque Converse pour enfants. Et puis après, vous avez des marques dans le luxe. On a Charles Jourdan et Stéphane Kellian, qui sont des marques du fleuron français, qui ont qui ont de l'or dans leur portefeuille, dans leurs mains, et qui ont une très très belle histoire sur laquelle on va essayer de relancer les marques. Donc c'est un vrai challenge. Et puis on a des marques un peu plus intimes, telles que Luxat, qui s'adresse à une cible senior, et qui est une cible à largement considérée aujourd'hui.
Et puis d'autres marques comme Mode 8, Aster, et puis des marques sous licence, Petit Bateau, Vortex. J'ai des questions. Pas d'autres questions? C'est limpide. On a fait le tour sur le stade de choses que l'on a oublié d'évoquer, sur votre parcours, sur... Votre parcours, c'est quoi d'ailleurs? Vous avez commencé où exactement? Alors j'ai commencé pour une très très belle marque qui s'appelle Patagonia, qui est une entreprise américaine. Et j'ai commencé à travailler pour la filiale européenne. Qui connaît Patagonia? Ouais. C'est une marque d'outdoor pour les passionnés de montagne, pas forcément dans la région, mais c'est surtout une marque qui est, pour vous donner un état concurrentiel, c'est les premiers concurrents de The North Face, voilà, aux États-Unis. Et les deux fondateurs sont des copains à l'origine. Yvon Chouinard, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et c'est des gens passionnés par l'environnement et l'engagement écologique. Et j'ai fait un travail extrêmement intéressant, extrêmement rigoureux dans mon métier de marketeur, parce que j'ai commencé par faire de la communication et du marketing, je dirais, classique, et où je devais m'occuper de déployer les catalogues de produits sur le marché européen qu'il fallait imprimer. Et à l'époque, c'était compliqué de trouver des imprimeries de papier recyclé avec des encres végétales à 5%. Et j'avais un cahier des charges de travail extrêmement rigoureux. Idem pour la conception des magasins, qui était une de mes missions également. Donc l'approvisionnement du mobilier avec du bois, de la laque, du vernis éco-responsable. Et c'était extrêmement intéressant et riche dans le sourcing parce que cette complexité amenait, je dirais, non pas une contrainte, mais une opportunité de faire un travail différemment. Voilà, de faire ce travail différemment. Et après Patagonia, pour des raisons personnelles, j'ai voulu aller vivre à Marseille. Et j'ai rencontré, avec un peu d'audace, sur le salon du prêt-à-porter à Barcelone, le fondateur d'American Vintage, Michael Azoulay. Et c'était une marque qui me parlait. J'avais aucune idée de ce que c'était à l'intérieur, en tout cas. Je ne savais pas que c'était une toute petite PME qui venait de naître et qui avait pourtant de fortes ambitions et déjà une très belle notoriété. Et moi, avec ma vision très américaine et très écologiste à l'époque, j'avais pour velléité de l'amener sur cette fibre-là. Je peux vous assurer que je n'ai jamais réussi à l'amener sur cette fibre-là. Je n'ai pas du tout répondu à cet objectif. Et néanmoins, j'ai répondu à d'autres. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagné justement sur cette prise de conscience d'objectifs, d'enjeux très terrain, commerciaux. Et je dirais que ça m'a sorti de ma bulle de marketeur et ça m'a permis de lier ces deux mondes. Eh bien, merci beaucoup. Si, encore une question. Du coup, vous avez commencé en tant que marketeur prix, on va dire. Ouais. Comment c'est venu après le digital? C'est vous qui avez eu l'idée après de vous orienter ou on vous a dit, voilà, il y a ce poste et vous avez... Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que en troisième année de Subdeco, j'ai eu avec 4 copains, donc c'était les années 2000, c'était à l'époque, vous n'avez pas connu, mais c'était Alta Vista qui était à l'époque le Google de l'époque. Et comme vous, on devait faire des stages et on était déjà intéressés par cette économie numérique. On appelait ça les startups à l'époque. Bon, c'était vraiment nouveau à Paris. Et on a décidé de monter le Master e-Business, le premier en France de Subdeco. Et on a emmené toute la classe à San Francisco pendant 2 semaines pour aller rencontrer, à l'époque, donc c'était Business Object, voilà, des grands. Et ça nous a donné envie de continuer. Et au sein de Patagonia, il y a eu ce projet américain, puisque c'était une entreprise américaine, d'amener le e-commerce en Europe.
Et ils ont, pareil, sur un mode projet court terme, ils ont créé une équipe en Europe, dont je faisais partie volontairement, parce que je voulais renouer justement avec ce marketing, ce web marketing. Et c'est à travers ce projet que j'ai énormément appris des Américains qui avaient déjà 10 ans d'avance par rapport à nous, qui avaient déjà une plateforme e-commerce qui marchait, qui faisait déjà quelques millions d'euros online. Et c'était il y a 15 ans, donc, pour vous dire. On ne savait pas comment référencer un site sur Google, voilà. Et j'ai participé à ce projet. Je me suis formée, du coup, grâce à ces équipes américaines. On a dû adapter la stratégie aussi à la complexité européenne et expliquer aux Américains que l'Europe n'était pas un seul pays, en tout cas, qu'il y avait des .fr.uk, choses comme ça. Mais tout en, je dirais, en apprenant sur le terrain, puisque les équipes sur place n'étaient pas formées. Donc ça a été un vrai travail collaboratif et qui a porté ses fruits sur une année, après une année de projet. Vous commencez dans le marketing comme classique, c'est-à-dire au digital. Est-ce que vous êtes le digital et le marketing web? Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.